Bonjour à tous, avant tout, merci, de vous être joints à cette, présentation. Aujourd'hui, le sujet, on va parler d'OSINT évidemment. On va parler notamment de l'interaction entre l'OSINT et les données personnelles et en particulier à leurs applications à la cybersécurité. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Julien Métayer, donc je suis lyonnais. J'exerce le fabuleux métier de pentester et de red teamer, c'est-à-dire que je fais des tests d'intrusion sur les systèmes informatiques et les analyses de risque sur les entreprises. Je suis également le fondateur de la plateforme osint.eu, dont je vous parlerai un petit peu à la fin de la présentation. Je suis réserviste pour la gendarmerie nationale, donc comme cyber. Et puis, je vous ai mis mon LinkedIn si vous souhaitez voilà, continuer un petit peu les discussions après cette présentation. Ça sera évidemment avec le plus grand plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter un petit peu le sujet de l'OSINT. Alors, certains d'entre vous le connaissent certainement déjà, mais il est important quand même de rappeler de quoi on va parler avant de parler des applications spécifiquement à la cybersécurité. Donc, l'OSINT, vous en avez tous entendu parler, l'open source intelligence. Alors, en français, c'est traduit sous le terme de ROSO. C'est pas très joli, mais renseignement d'origine source ouverte. L'OSINT, c'est une méthode, une méthodologie, une compétence qui permet de rechercher des informations sur les différents canaux légaux, les sources publiques, de manière à pouvoir, répondre à des questions ou prendre des décisions. Donc on va voir un petit peu dans les différents métiers, où l'OSINT intervient. Vous allez voir qu'en fait, de l'OSINT, vous en faites déjà certainement à votre niveau, au niveau de votre entreprise. Mais aujourd'hui, la méthode qu'on va utiliser pour trouver ces informations porte un nom et se structure un petit peu avec les semaines. Dans le monde de la finance, on appelle ça la due diligence depuis assez longtemps. Quand on fait un rachat d'entreprise, par exemple, ou un investissement, on va généralement tenter de s'assurer qu'il n'y a pas un problème financier, qu'il n'y a pas une casserole qui traîne. Donc là aussi, encore une fois, le fait de rechercher des infos pour lever un doute ou pour répondre à une question, on est dans le domaine de l'open source intelligence. Important également de bien définir ce qu'est l'OSINT et ce que n'est pas l'OSINT. L'OSINT, c'est pas encore un métier. Aujourd'hui, OSINTers, ça n'existe pas. En tout cas, on aimerait bien que ça le devienne, mais c'est pas encore le cas. L'OSINT, avant tout, c'est une compétence et c'est une méthodologie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose généralement qui va être appliqué à un métier en particulier. On va faire de l'OSINT dans le cadre de la cybersécurité, on va faire de l'OSINT dans le cadre de la fraude fiscale, on va faire de l'OSINT dans la recherche contre la criminalité. Il y a beaucoup d'applications, on va les voir juste après. L'OSINT, c'est beaucoup d'outils, énormément d'outils. Il s'en crée, il en meurt, il en est tous les jours. Donc là aussi, il va falloir un petit peu appréhender la quantité d'outils qui existent et puis apprendre un petit peu à savoir quels outils servent à quoi. Et puis les sources de données qu'on va utiliser sont assez innombrables, puisqu'aujourd'hui, alors on va parler beaucoup d'Internet, évidemment, c'est principalement ça aujourd'hui, les sources ouvertes, mais les sources de données sont colossales en termes de volume et en termes de nombre d'informations. Là aussi, il va falloir apprendre à se servir de tout ça. L'OSINT, en revanche, n'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une information existe sur la toile qu'elle est forcément trouvable. Et puis, tout n'existe pas non plus en source ouverte. Donc, à un moment donné, il va falloir impérativement considérer que l'OSINT est on va dire, une manière de trouver l'information, mais ça ne marche pas nécessairement à tous les coups. C'est pas une baguette magique. Et puis, en aucun cas, l'OSINT, ce n'est ni du hacking, ni du social engineering. On n'obtient pas l'information de manière illégale. Donc, il est hors de question d'utiliser, bien entendu, ces compétences-là pour obtenir des infos. On en passe nécessairement par un petit rappel réglementaire avant d'aller plus loin. Tous les professionnels de l'informatique connaissent ces articles de loi par cœur, qui sont les articles 323, 1 et 2 et 3 du Code pénal, qui, en résumé, si vous allez chercher les informations de manière illégale sur des systèmes sur lesquels vous n'êtes pas autorisé, vous vous exposez à des peines de prison et des amendes assez colossales. Donc là, encore une fois, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de l'obtention d'informations dans un cadre légal en source ouverte. Avant de démarrer, je fais tout de suite des petits warnings sur deux sujets dont je sais qu'ils reviennent assez régulièrement dans les questions et dont on pourra éventuellement parler, si vous le souhaitez, à la fin de cette présentation.
Le premier concerne les Google Docs. Ce sont des choses dont vous avez sans doute déjà entendu parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des recherches avancées qu'on peut taper sur les moteurs de recherche en disant, par exemple, dans cet exemple-là, donne-moi tous les fichiers de type PDF qui contiennent le terme ne pas diffuser ou confidentiel et qui sortent effectivement des documents qui, normalement, auraient dû être protégés mais ne le sont pas. Attention à ce genre de choses. Autant c'est amusant de regarder un petit peu ce qui peut sortir sur ce type de recherche. Jusque-là, j'ai envie de dire tout va bien. En revanche, à partir du moment où vous allez commencer à télécharger ces documents pour regarder ce qu'il y a dedans, vous allez vous mettre dans l'illégalité. C'est-à-dire que vous allez accéder à des données qui ne vous concernent pas, quand bien même elles ne sont pas protégées. Aujourd'hui, allez télécharger ces documents, vous vous exposerez à des sanctions pénales. Donc faites attention quand même. Et dans le cadre de l'OSINT, on est souvent un peu tenté d'utiliser ce type de choses. Attention à ce que vous téléchargez. Ce n'est pas parce que c'est indexé par Google et visible que c'est consultable par tout le monde. Et puis le deuxième sujet, je sais qu'on en parle aussi assez souvent dans le cadre de l'OSINT, ce sont les data leaks, c'est-à-dire les données qui ont fuité généralement suite à des piratages de sites divers et variés et qui sont mises à disposition par un certain nombre de sites Internet plus ou moins facilement accessibles. Les data leaks, télécharger une data leak, c'est l'utiliser dans le cadre d'une enquête OSINT, c'est du recel de données volées tout simplement. Donc là aussi, les articles de loi assez durs peuvent s'appliquer. Donc n'utilisez pas ces données, elles ne font pas partie du paysage OSINT. Je vois la question, télécharger ou consulter en ligne, même peine. Oui, parce qu'à partir du moment où vous consultez quelque chose en ligne, vous le téléchargez, hein, votre navigateur en récupère le contenu. Donc vis-à-vis de la loi, c'est exactement la même chose. Un petit rappel sur les quantités de données qu'on retrouve sur les différentes strates de l'Internet. Le web de surface, le light web, c'est 4% des données, c'est-à-dire c'est les données que vous utilisez un peu au quotidien. Le light web, c'est essentiellement les données qui sont indexées par Google et par les moteurs de recherche en général. Donc, ce sont les données les plus utilisées. Mais 96% des données, elles, sont présentes et accessibles, néanmoins non référencées ou en tout cas plus difficilement accessibles. Et c'est justement sur ces 96% de données que l'essentiel de l'OSINT va s'appliquer en tentant d'aller chercher des informations qui sont moins accessibles ou en tout cas moins visibles par l'internaute standard. On ne va pas spécialement parler du dark web aujourd'hui, même si je l'évoque, moins de 1%. Alors les chiffres varient entre 1 et 4% selon les sources. Mais aujourd'hui, le dark web est une zone sur laquelle il est possible de mener des enquêtes, notamment quand on fait de la lutte contre la criminalité ou des fraudes. Mais ce n'est pas le sujet de cette présentation. Donc aujourd'hui, on va bien sûr parler essentiellement du light et bien sûr du deep web. Un exemple de tolérance. Si vous travaillez dans le monde de la cybersécurité, que vous êtes mandaté, par exemple, par une entreprise pour aller effectuer des recherches sur une data leak concernant et uniquement concernant cette entreprise, vous êtes quand même dans une intention plutôt bienveillante. En tout cas, je ne pense pas que vous aurez de gros soucis à mener votre mission vis-à-vis de cette entreprise. Après, on est quand même sur un flou juridique. À savoir que pour pouvoir regarder si les données d'une entreprise sont dans une data leak, ben, il faut bien télécharger la data leak. Donc, on est bien d'accord qu'on est encore une fois sur des interprétations juridiques. Alors, moi, je ne suis pas avocat. Je vous renvoie éventuellement à l'excellent Marc-Antoine Ledieu que vous trouverez sur LinkedIn, qui sera certainement ravi de répondre à ces questions. Mais globalement, la loi est claire, télécharger ces fichiers est illégal. Un petit peu d'histoire sur l'OSINT. Les premières traces qu'on en retrouve dans l'histoire remontent finalement assez loin, bien avant l'arrivée d'Internet et des sources technologiques. Euh, pour moi, la première allusion à la notion d'obtention de l'information, on la trouve dans l'art de la guerre de Sun Tzu, où en résumé, le général qui connaît les intentions de l'ennemi est victorieux sur le champ de bataille. Pour moi, voilà, ce sont les premières traces de la notion de renseignement, de la notion d'information, qu'elle soit en source ouverte ou non, qu'on peut retrouver un petit peu dans la chronologie. Euh, je vois les questions sur les data leaks. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations sur ce genre de choses. On va en reparler un petit peu à la fin. S'il nous reste du temps, ça sera avec plaisir. Je vais quand même dérouler ma présentation, sinon on va finir à 13 h et vous n'irez pas manger. Donc, je réponds avec plaisir à la question à la fin de la présentation.
Plus proche de nous, au niveau de l'OSINT, on va retrouver les premières utilisations pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les forces alliées ont utilisé notamment les traductions sur ce qui pouvait se raconter sur les radios allemandes, en se rendant également sur des colloques ou sur des conférences universitaires dans les écoles allemandes. Et en traduisant ces informations libres et accessibles, finalement, ont pu combiner avec du renseignement militaire, donner lieu à des prises de décision stratégiques pendant la guerre. Plus proche de nous, les attentats du World Trade Center en 2001, c'est le moment également où les Américains ont pris conscience que s'ils avaient pu un petit peu mieux observer ce qui se passait sur les réseaux sociaux, peut-être qu'ils auraient pu anticiper ce qui s'est passé au niveau des deux tours. Et ça date d'ailleurs des années où la CIA a créé ce qu'on appelle l'Open Source Center, c'est-à-dire qu'un organisme qui, depuis 2001-2005, collecte énormément de data en source ouverte dans le but de pouvoir mener des analyses en suivant. Et puis plus récemment, la démocratisation de l'OSINT date de 2014-2016 avec le collecting Bellingcat. Alors je vous invite à aller voir ce que fait Bellingcat. C'est un vrai cas d'école sur lesquels il y a beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à faire. Bellingcat a enquêté notamment sur le vol de la Malaysia Airlines, le MH17, qui s'est crashé en 2014, et pour lequel aucune des parties en présence n'a donné d'explication satisfaisante sur les causes du crash. Et Bellingcat a commencé à enquêter sur les photos, sur les tracés, sur les données publiques liées à ce vol, pour tenter d'apporter des réponses, ou en tout cas des débuts de réponses. Ils ont renouvelé également l'expérience en 2016. C'était la petite illustration que j'ai mise. Quand Daesh a commencé à effectuer de la propagande dans les villes européennes, avec des petits messages comme ça pris dans des capitales ou dans des villes en Europe, là aussi, Bellingcat a commencé à collaborer avec un certain nombre d'autorités pour essayer de déterminer tout simplement où ces photos ont pu être prises, par qui, à quel endroit, pourquoi, etc. Donc des collectifs citoyens qui ont participé avec les outils open à la lutte contre le terrorisme et à certaines explications sur certains sujets. On va ensuite parler des disciplines de l'OSINT. Alors, j'ai fait une slide unique sur ce sujet-là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Chaque discipline pourrait avoir son développement et les centaines d'outils qui sont utilisés. On reste sur une approche assez générale sur cette présentation. Sachez simplement qu'au niveau de l'OSINT, il y a des grandes disciplines qui sont pratiquées. Les premières, vous en avez certainement déjà entendu parler, ce sont l'IMINT et la GeoINT, c'est-à-dire l'analyse des images, des photographies et des clichés. Et généralement, elle est couplée à la GeoINT, c'est-à-dire les analyses des données géographiques pour pouvoir, par exemple, localiser un lieu ou une temporalité sur un visuel. À gauche de l'écran, je vous ai mis 3 petits outils un peu significatifs. Le premier, c'est PicVisor qui permet d'identifier des reliefs, par exemple, sur une photo à partir des montagnes, des hauteurs, etc., d'identifier des lieux. Juste en dessous, je vous ai mis un outil qui s'appelle SunCalc, qui est un outil qui permet notamment, à partir des ombres portées sur une photo, de déterminer, si on a une date, par exemple, à quelle heure la photo a pu être prise en fonction de la position du soleil ou de la lune, d'ailleurs, si les photos sont nocturnes. Donc, des outils qui vont permettre de tirer des conclusions à partir d'un simple visuel. Et puis, je vous ai mis une petite capture sur PMI. Alors, même si PMI fait un petit peu débat aujourd'hui parce que son respect du RGPD est très approximatif, il n'en reste pas moins un outil aujourd'hui assez incontournable quand on fait de la recherche sur personne. Et en particulier, c'est le seul outil aujourd'hui qui fait assez correctement de l'analyse faciale et de la recherche par les traits faciaux. Donc, c'est un outil qui est puissant, qui est assez remarquable, mais qui présente aussi des dangers, puisque c'est une base de données contenant des visuels et des relations entre les photos. Donc, utilisez-la avec prudence, mais ça reste un outil assez incontournable, en tout cas. 2 autres disciplines, la SIGINT et la MASINT, donc l'analyse des signaux et des mesures. Là, on va bien sûr commencer à accéder à des données plus techniques qui sont générées par exemple par des traceurs sur les avions, sur les moyens de transport. Je vous ai mis en haut à droite Flight Radar, qui est un outil qui permet de suivre par exemple les vols en temps réel sur une carte. Il existe la même chose pour les trains, pour les bateaux. Et puis des outils qui ont été un petit peu détournés de leur utilisation principale, comme par exemple cet outil de détection de feu en Ukraine qui servait essentiellement à aider les pompiers à intervenir sur les feux de forêt. Aujourd'hui, bien sûr, l'utilisation de ce type d'outil a été détournée
à des fins militaires, puisqu'aujourd'hui, quand il y a une grosse zone rouge sur ce type d'outil en Ukraine, c'est généralement qu'il y a une zone de combat ou une zone de bombardement. Donc là, encore une fois, on peut détourner l'usage d'un outil initialement prévu pour une certaine chose à des fins complètement différentes. On a également dans les disciplines ce qu'on appelle le SOC-Mint, c'est les réseaux sociaux d'une manière générale. Alors ça, c'est un domaine que généralement est plus connu que le reste, tout simplement parce que si vous êtes utilisateur des réseaux sociaux, vous avez déjà certainement fait des recherches, que ce soit sur la famille, que ce soit sur les voisins, etc. Donc, la recherche sur les réseaux sociaux utilise évidemment une énorme quantité de données qui est fournie assez librement par les utilisateurs de ces réseaux. Chaque téléphone aujourd'hui, possède un micro, possède une caméra. La vie des gens est étalée au grand jour sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une mine d'or, bien sûr, dès qu'on fait de la recherche sur personne. On va parler un petit peu du SOC-Mint à la fin avec les petites démonstrations que je vous ai préparées. Et enfin, on a un petit peu des catégories un peu fourre-tout. Alors, la recon, c'est l'utilisation des données techniques qui servent notamment au fonctionnement d'Internet, hein, les informations sur les noms de domaine, par exemple, les informations sur les fonctionnements des messageries vont nous permettre parfois d'utiliser des informations comme un email pour pouvoir faire ce qu'on appelle un pivot. Ça veut dire utiliser cette information comme un rebond et en trouver de nouvelles à partir de ces outils. Il y a énormément d'autres outils, alors ils sont plus ou moins classables. J'ai mis 2 exemples en bas à droite. Vous avez Pios, qui est un outil notamment, donc, qui est un développement français, qui permet à partir d'une simple adresse email, par exemple, de retrouver des contributions Google et de les localiser sur une carte. Et puis Wayback Machine, si vous ne le connaissez pas, c'est un outil qui permet notamment de remonter dans le temps, c'est-à-dire de trouver des informations qui existaient autrefois sur la toile et qui ont pu être supprimées. Là aussi, des outils qui sont assez puissants pour effectuer des recherches. Les applications métiers, alors je vais aller assez vite sur ces applications sans rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Simplement pour que vous ayez un petit panel de tous les métiers qui aujourd'hui font appel à l'OSINT et ont besoin de l'OSINT. Bah, les premiers, c'est simplement les particuliers. Aujourd'hui, avant de faire venir, par exemple, un artisan chez soi pour faire réparer sa salle de bain, bah, s'assurer que l'entreprise n'est pas en liquidation judiciaire ou n'a pas de mauvais avis. On fait déjà de l'OSINT en faisant ça. C'est-à-dire qu'on va chercher des informations en source ouverte pour répondre à une question en disant « Cette personne que je veux faire venir chez moi, est-elle saine ou n'est-elle pas saine ?» De la même façon, avant d'entretenir une relation avec la jolie Jenny Chen sur Telegram, s'assurer que le profil existe déjà, que ce n'est pas un scammer ou ce type de choses, fait partie aujourd'hui de la prudence que peuvent avoir les internautes en ligne, en tout cas ceux qui en ont conscience. Et se servir des outils de recherche pour essayer de confirmer ou vérifier une information, c'est déjà de l'OSINT. Donc aujourd'hui, les particuliers se servent de l'OSINT quasiment au quotidien pour ceux qui ont un petit peu d'hygiène numérique et qui font attention à l'utilisation d'Internet. Du côté professionnel, on va retrouver aussi l'OSINT, bien sûr, sur la partie militaire et lutte contre la criminalité. Là encore, j'ai envie de dire, ces services, en particulier d'État, n'ont pas attendu ni Internet ni l'OSINT pour utiliser ces données. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'accès à l'information est tellement plus simple à distance. Elle permet de faire énormément d'études dans un bureau à Paris plutôt que sur place dans une zone de guerre. Et on va pouvoir identifier à travers des photos de réseaux sociaux, des photos de propagande, par exemple, ou de photos prises sur le terrain par des équipes, d'analyser des lieux, des personnes, des relations entre les personnes. Là aussi, le SINT permet de faire, bien sûr, énormément de choses. On va voir les enquêtes criminelles, les personnes disparues, les recherches sur les personnes disparues. Même si en France, il n'est pas forcément dans la culture des autorités de favoriser les recherches citoyennes sur les personnes disparues, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis et au Canada, par exemple. Il y a quand même quelques initiatives, comme en haut à droite, Interpol, qui propose éventuellement à ceux qui le souhaiteraient d'effectuer des recherches sur ce qu'on appelle donc les red notices, les personnes recherchées, les criminels, ou les yellow notices, les personnes disparues. Là encore, si vous avez envie de participer à ce type de contribution citoyenne, Interpol vous permet de faire ce type de recherche et en tout cas l'encourage. C'est le cas également d'Europol en bas à droite qui va travailler par contre sur un sujet un petit peu moins rigolo
qui sont des objets qui ont été isolés sur des images pédopornographiques, notamment suite à des saisies, par exemple, ou si vous souhaitez donner un petit coup de main aux autorités sur ces sujets-là, vous pouvez enquêter sur des objets. Alors, ça peut être des t-shirts, ça peut être des doudous, des jouets, des choses comme ça. Alors, bien sûr, on n'est pas en train de faire de l'analyse de photos illégales, hein. Ça aussi, restons dans les clous. En revanche, donner un petit coup de main à ces services-là permet souvent de retrouver des choses. Et puis, il existe des concours qui utilisent l'OSINT pour retrouver des personnes disparues. C'est le cas d'un organisme qui s'appelle le Trace Labs, qui organise ça plusieurs fois par an et qui permet à des équipes de travailler sur des cas que la police a abandonnés aux États-Unis. Donc, c'est bien sûr encadré par les autorités américaines, mais ça permet de faire des recherches. Et parfois, on a eu un petit peu de chance l'année dernière, par exemple, de retrouver des personnes qui étaient tout simplement vivantes. L'OSINT va également s'appliquer au journalisme, le fact-checking, la vérification des sources. Depuis toujours, les journalistes utilisent l'OSINT, bien sûr, pour vérifier les informations, ce qui ne les empêche pas, dans les petits exemples que je vous ai mis là, de se tromper. De temps en temps, ça arrive. Là encore, aujourd'hui, bombardé par la formation et la désinformation, en particulier en ces périodes un peu de guerre, il est plus qu'utile aujourd'hui pour tous les organes de presse de rechercher, de vérifier l'information sans forcément avoir la nécessité de se rendre sur place. Donc, l'OSINT va pouvoir aussi répondre à ces besoins-là. Dans le cadre du recrutement ou des enquêtes de moralité, l'OSINT est utilisé aujourd'hui par les cabinets de recrutement ou par les RH dans la limite de la réglementation. Aujourd'hui, un recruteur n'a pas le droit, par exemple, d'aller regarder les réseaux sociaux personnels comme Facebook pour identifier des comportements sur les candidats. Ils doivent se restreindre normalement au réseau professionnel. Bon, c'est très hypocrite parce que vous pensez bien que tout le monde ne respecte pas ce genre de choses. Et aujourd'hui, tout ce qui est sur les réseaux sociaux peut potentiellement être utilisé dans le cadre d'un recrutement ou d'une vérification sur une enquête de moralité. Quelques exemples que j'ai trouvés un petit peu sur ça et là, sur les différents réseaux. Des comportements, des choses, des paroles qu'on peut parfois regretter et qui ne disparaissent jamais vraiment d'Internet quand on cherche du travail plus tard. Donc attention, évidemment, l'OSINT permet souvent de remonter à ce type d'informations. Lutte contre la contrefaçon, la fraude, les assurances. Là aussi, les sources ouvertes, les données visuelles et les informations sur les réseaux sociaux permettent bien souvent de contribuer à des recherches d'informations sur des cas. Alors, moi, quelques exemples que j'ai trouvés. Une voiture qui est remontée d'un canal, qui va avoir une immatriculation, va permettre, par exemple, par une assurance, peut-être de solder un dossier litigieux sur une déclaration frauduleuse. Là encore une fois, toutes ces informations cumulées, combinées et analysées entre elles vont souvent permettre de tirer des conclusions sur des dossiers d'enquête. On va retrouver ça contre la lutte contre la fraude fiscale. Autrefois, le fisc utilisait les données des cartes grises pour pouvoir déclencher des contrôles fiscaux. Aujourd'hui, ils font comme tout le monde, ils vont sur les réseaux sociaux pour vérifier les trains de vie, les achats. Là aussi, les réseaux sociaux sont une source inépuisable de données pour les services publics qui chercheraient effectivement à vérifier un certain nombre de trains de vie ou d'acquisitions. On va retrouver ça également sur la lutte contre le blanchiment, la fraude à la TVA, les crypto-monnaies, tout ce qui est NFT. Là aussi, de plus en plus, l'OSINT va s'intéresser à ce qu'on appelle le Web3, c'est-à-dire les blockchains, les cryptos, les wallets anonymes qui ne le sont pas systématiquement. C'est un cas qu'on a rencontré, par exemple, sur des transactions anonymes sur une chaîne et qui a ensuite servi à acheter un NFT qui a été exposé sous son vrai nom sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça aussi, encore une fois, l'OSINT permet dans une certaine mesure potentiellement de lever l'anonymat sur des transactions financières et d'effectuer un petit peu des recherches. Et puis, globalement, au niveau des entreprises, l'OSINT est à tous les niveaux, toutes les strates. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans la plupart des services des entreprises des besoins de répondre à des questions ou d'obtenir des informations, qu'on soit aux achats, à la finance, au juridique, à la DSI et bien sûr tout ce qui est recherche concurrentielle, production. Dans tous les niveaux des entreprises aujourd'hui, on va retrouver la nécessité d'obtenir des infos. Et pour ça, l'OSINT est aujourd'hui grandement utilisé par la plupart des entreprises pour faire des recherches et répondre à des questions. On va maintenant faire un petit focus sur la cybersécurité, parce que je crois que c'est quand même le sujet principal de cette conférence, mais il est bien important d'avoir fait un petit peu cette acculturation sur ce qu'est l'OSINT pour comprendre les slides suivantes.
En cybersécurité, on va retrouver l'OSINT à tous les niveaux, qu'on soit en cybersécurité défensive ou en offensif. En défensif, on va retrouver d'une manière générale, alors tous ceux qui travaillent dans un SOC pratiquent ça au quotidien, bien entendu, mais à partir du moment où on fait des recherches pour identifier des menaces ou comprendre les modes opératoires d'un risque cyber, on fait déjà de l'OSINT. Vous allez collecter, rechercher, analyser des informations, combiner entre elles, essayer de comprendre quel est le risque, comment il peut se produire, est-ce que l'entreprise y est confrontée. De même, quand vous faites de l'analyse d'incidents, alors avant, après ou pendant un incident en forensique, faire des recherches sur des techniques qui ont pu être utilisées par la cybermalveillance, c'est également de l'OSINT, tout comme collecter des informations sur un point technique ou enquêter sur un hacker. Aujourd'hui, l'OSINT est à tous les niveaux du SOC et de la cybersécurité, à la fois en mode curatif, c'est-à-dire avant les incidents, mais également pardon, en mode préventif avant les incidents, mais également en mode curatif pour derrière aider l'entreprise à se sécuriser contre les dangers cyber. On va y revenir un petit peu après. Dans le cadre de la cybersécurité offensive, là, je pense que ce slide parlera à tous les pentesters. Dans toutes les étapes d'un pentest ou dans toutes les étapes d'une attaque, l'OSINT va être utilisé pour effectuer de la recherche d'informations ou de la recherche de vulnérabilités et leur exploitation, et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on soit en reconnaissance passive ou active en début de processus, qu'on se soit dans l'identification des vulnérabilités ou des versions qu'on cherche par exemple à attaquer, des fuites de données, d'informations sociales, la recherche de CVE. Là encore, tous ces moteurs qui vont être utilisés dans le cadre de la recherche en cybersécurité, ce sont de la source ouverte. C'est de l'OSINT de faire des recherches et de les combiner entre elles. Derrière, quand on va effectuer de l'exploitation ou des mouvements latéraux, qu'on va installer des outils pour faire le maintien des accès suite à un pentest ou une attaque. Là encore, la veille technologique autour des outils, autour des sources, autour des techniques qui peuvent exister dans ces domaines-là, font partie de l'OSINT. Donc autant on va s'en servir en offensif bienveillant quand on est pentester, mais vous pensez bien que la cybermalveillance se sert exactement des mêmes sources de données pour mener des attaques. Et c'est bien tout le sujet de l'interaction entre l'OSINT, les données personnelles et la cybersécurité d'une manière générale. Par exemple, ce qu'on appelle le footprinting, quand on fait du pentest ou du red team, on va se renseigner un petit peu sur ce qui se passe. Et parfois, tout simplement en consultant assez simplement les réseaux sociaux comme LinkedIn, on va pouvoir obtenir des informations intéressantes. À gauche, c'est un cas d'école que j'aime bien parce que c'est un développeur qui est remercié suite à lancement d'un projet un peu confidentiel de sécurité et qui assez facilement leak l'intégralité, par exemple, de sa stack technique sur son profil personnel. Donc là, encore une fois, en se mettant dans la peau de quelqu'un de malveillant, comment peut-on exploiter ces données pour mener une attaque sur un outil? Là encore, j'ai envie de dire, les informations collectées en SOCMINT, donc sur les réseaux sociaux, dans le cadre de la préparation d'une attaque, peuvent être dommageables à l'entreprise. De la même façon, on peut savoir qui travaille avec qui a travaillé avec qui, quel technicien maîtrise quelle technologie. Là aussi, comme on répète souvent dans le métier du pentest, donnez-moi 4 heures pour abattre un arbre, j'en passerai 3 à aiguiser ma hache. C'est tout à fait ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va étudier toutes ces données de manière à ce que quand on va mener une attaque, alors qu'elle soit bienveillante ou qu'elle soit malveillante, on va réduire évidemment le périmètre et la zone d'attaque de manière à pouvoir le faire le plus rapidement possible et optimiser son temps. Donc toutes les données qui peuvent être collectées sous forme de reconnaissance passive, sous forme d'OSINT, vont servir potentiellement à mener une attaque plus efficace. On peut également refaire de la reconnaissance de matériel, par exemple, quand il y a des photos qui sont prises, alors soit sur des blogs, soit sur des salons, par exemple. Là aussi, les outils OSINT permettent de faire de la reconnaissance et d'ailleurs potentiellement de l'analyse de vulnérabilité. On va retrouver dans tout ce qui est intrusion des moteurs de recherche qui vont être grandement utilisés pour le pentest. Alors Shodan, je pense que vous le connaissez tous, mais qui permet notamment de faire de l'analyse de ports ouverts, de services et de versions avec des fonctions avancées et tout ça en passif, c'est-à-dire sans la moindre interaction avec les différentes cibles. Donc Shodan est considéré aujourd'hui comme un moteur open source, même si techniquement on est déjà dans l'offensif à faire ce type de recherche.
Le site de Mitre permet notamment de faire des recherches sur les techniques d'attaque, les méthodologies. Exploit Database et son petit frère qui permet de faire des analyses sur des payloads ou des charges qui vont nous permettre d'exploiter des vulnérabilités qui sont détectées. Et puis, il y a des outils un petit peu plus génériques comme crt.sh que j'aime beaucoup, qui est un site qui permet de faire des recherches d'historique de dépôt de certificats SSL. Et ça, on peut trouver énormément d'infos dans ce genre de choses. En particulier, par exemple, des sites qui se seraient protégés derrière des systèmes de protection comme Cloudflare. Parfois, on peut remonter ou trouver des sous-domaines, par exemple, via les dépôts de certificats SSL. Et ça, c'est des outils qui servent évidemment aux hackers pour tenter de trouver des zones d'attaque ou de bypasser, par exemple, des firewalls applicatifs au niveau des attaques. On est encore dans de la donnée open. Alors oui, on est dans l'utilisation malveillante de la donnée open, mais aujourd'hui, ça reste de l'open source intelligence. Il existe également des outils offensifs qui vont permettre d'aller plus vite. Là aussi, quand on va traiter des grandes masses de données, il va parfois falloir industrialiser un petit peu le traitement. Des outils, par exemple, qui vont permettre, le temps d'un café, d'aller rechercher toutes les adresses sur Internet, sur un nom de domaine défini, ou toutes les IP ou tous les hosts d'une adresse IP. Là, j'avais fait une petite expérience sur le CNAM, mais ça peut se faire sur. Faites un petit essai un jour de faire ce type de recherche pour voir un peu l'exposition numérique de votre entreprise, notamment sur les adresses email. Parce que tout simplement, ces données collectées par OSINT, elles vont permettre derrière de mener d'autres attaques que je vais détailler un petit peu après. L'OSINT va également servir dans le cadre du Red Team ou dans le cadre du risque, en tout cas sur les entreprises de risque physique ou wireless. Tout simplement parce que les outils aujourd'hui permettent, merci Google, de préparer des intrusions physiques sur des locaux qui pourraient être sensibles en termes de données ou en termes d'accès. Donc, repérer des points d'entrée, repérer des sociétés qui sécurisent, repérer des systèmes de badge qui peuvent être utilisés, voire même des plans d'accès, quand il y a des photos de l'intérieur des bâtiments, comme on va en retrouver beaucoup sur les réseaux sociaux. Des leaks également qui peuvent avoir fuité sur des correspondances, sur des choses journalistiques. Encore une fois, tout élément qui va permettre de favoriser l'attaque au niveau des entreprises peut être potentiellement utilisé. Un exemple que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps sur un bâtiment pas loin de chez moi. Voilà, une caméra avec vision aujourd'hui un peu dans la tourmente parce qu'il y a beaucoup de CVE sur leurs produits. Mais là, encore une fois, à partir d'une simple analyse d'image, d'une simple photographie, on peut carrément trouver le modèle de la caméra ainsi que là où les CVE potentiellement utilisables. Et ça, combiné par exemple avec Shodan, qui va permettre potentiellement de retrouver l'IP d'une caméra dans un périmètre autour d'un point GPS, ça peut être très utile si jamais, par exemple, on a besoin de s'introduire dans un bâtiment. Donc ça aussi, ça fait partie des choses utilisées dans le monde offensif professionnel en termes d'OSINT. Analyser également comment rentrer dans un bâtiment ou ouvrir une baie informatique. Ça aussi, avec une simple photo, on peut analyser les bons outils à utiliser pour ce type d'intrusion. Je ne rentre pas dans le détail, mais ça reste encore du Red Team. On va retrouver également, par exemple, en termes de, comment dire, d'intelligence économique, ce qui se pratique beaucoup dans les entreprises, notamment qui sont soumis à des procédés de fabrication un petit peu confidentiels, tout simplement le fait de pouvoir accéder aux poubelles des entreprises. Là aussi, identifier les endroits sur l'espace public où quelqu'un pourrait potentiellement aller fouiller, retrouver des documents. Ça fait partie aujourd'hui clairement des pratiques qui se font dans le monde de l'espionnage industriel. Pour répondre à la question pour ce type de recherche, l'outil que j'ai utilisé s'appelle The Harvester. C'est un outil standard qu'on va retrouver sur la plupart des distributions offensives Linux et qui permet effectivement d'industrialiser la recherche sur un nom de domaine. On va également pouvoir utiliser le SINT pour faire de la reconnaissance wireless, c'est-à-dire des tentatives d'intrusion via les réseaux Wi-Fi ou Bluetooth des entreprises. À gauche, vous avez un outil assez sympa qui n'est pas très connu parce qu'il est un peu confidentiel, mais qui permet notamment de retracer en temps réel sur une carte toutes les sources Wi-Fi et les sources Bluetooth des différents téléphones. Et là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de sources qui sont ouvertes en termes d'information et également parfois en termes de protection. Donc ça, par exemple, quand il s'agit de faire des tests d'intrusion sur des collaborateurs d'entreprise, il y a des outils comme ça qui permettent quand même d'être assez proche du temps réel sans pour autant quitter sa chaise et son bureau.
Et puis à droite, vous avez la possibilité toujours avec on va dire la puissance des outils comme Maps et Earth, de pouvoir identifier des zones d'écoute, par exemple, sur des réseaux Wi-Fi qui vont permettre peut-être potentiellement des intrusions informatiques derrière. Et puis après, il y a les trucs de red teamer, mais qui sont aussi utilisés dans le monde de l'intelligence économique. C'est voilà, les outils qui vont permettre d'identifier le resto du coin sur lequel les collaborateurs de l'entreprise vont pouvoir se rendre et qui vont potentiellement devenir un vecteur d'attaque sur l'entreprise. Alors là, on sort de l'OSINT, on est plus sur l'exploitation des données OSINT à des fins malveillantes. Mais encore une fois, vous allez voir que la cybersécurité et l'OSINT sont vraiment jumelles et on va retrouver systématiquement, bien sûr, une part de collecte d'informations avant l'exploitation. On ne peut pas parler de la sécurité d'une entreprise sans parler des individus qui sont généralement, comme chacun sait, 95% des problèmes de sécurité sont entre le clavier et la chaise. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. En particulier, l'usine va permettre un certain nombre d'actions sur les collaborateurs d'entreprise, en particulier déterminer, par exemple, qui travaille dans quel domaine, qui possède quel rôle ou quel accès, alors que ce soit des accès physiques, des accès aux informations ou des accès sur des données informatiques. Là aussi, tout ce qui va permettre de répondre à des questions va permettre de mieux cibler pour une attaque. Déterminer le bon vecteur d'attaque. Est-ce qu'on fait du phishing? Est-ce qu'on fait du social engineering? Est-ce qu'on fait du hacking? Déterminer des vecteurs humains. Là, on ne parle plus du tout de technologie, mais d'influence, de chantage, de corruption. Des choses qui se pratiquent aujourd'hui dans les entreprises, en particulier les grandes entreprises technologiques et qui travaillent sur des domaines sensibles. Et enfin, toutes les informations utiles qu'on peut collecter. La moralité et l'éthique, aujourd'hui, sont également des moyens de pression qui peuvent être utilisés sur les collaborateurs dans le but d'obtenir des informations. Alors encore une fois, quelques cas réels que j'ai isolés sur la toile il y a quelques semaines. À gauche, vous avez un célèbre chef d'entreprise que je ne nommerai évidemment pas, inscrit sur un site pour couples infidèles. Et puis, même entreprise, une assistante voilà, qui déclare officiellement sur Twitter qu'elle est en surendettement. On peut exploiter, quand on est quelqu'un de malveillant, ces informations-là pour faire de la pression sur les collaborateurs, obtenir des infos, des accès. Là encore, on parle de choses qui se pratiquent essentiellement dans les grandes entreprises, mais petit à petit, par les notions de supply chain attack, les petites entreprises en deviennent doucement un petit peu les cibles. Les enquêtes sur les personnes clés se font beaucoup aujourd'hui, en particulier pour toute personne qui va avoir des accès privilégiés, par exemple, sur les data des entreprises, les bases de données ou ce genre ou les données sensibles. Là aussi, de plus en plus, les enquêtes sur personnes clés se pratiquent dans les entreprises, de manière à pouvoir déterminer s'il existe, sur une personne, un biais potentiel de pression ou de compromission, et sur lesquels on pourrait anticiper un petit peu ce genre de choses. Donc, un petit exemple à droite qui a été réalisé sur ma propre entreprise. Voilà, alors je ne vous montre pas le détail évidemment, mais l'intégralité des informations personnelles qui ont pu être collectées via OSINT de manière à ce que l'entreprise puisse se prémunir ou en tout cas avoir connaissance des informations qui existent sur la toile concernant ses collaborateurs et qui potentiellement pourraient être utilisées pour lui nuire. Donc, le fait de rechercher ces informations en source ouverte permet déjà de protéger l'entreprise ou en tout cas de savoir à quoi s'attendre si toutefois ces données pouvaient être amenées à être utilisées de manière malveillante. Et ça va être tout le sujet de la fin de cette petite présentation, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces données personnelles si on est quelqu'un de malveillant. Donc, j'ai fait 4 petits cas d'école, un peu humoristiques, mais un peu caricaturaux, bien sûr. Mais je pense que ce sont des profils que potentiellement vous avez peut-être déjà rencontrés dans la vraie vie. À la question, est-ce qu'il existe un outil pour comparer 2 vidéos, extrait plus full? Alors, je crois que ça existe, mais je crois que ça ne fonctionne pas forcément très bien. La difficulté étant qu'il faut déjà trouver la source de la vidéo avant de pouvoir les comparer. Donc, j'ai envie de dire, si la source a été identifiée, le boulot a déjà été fait manuellement. Je n'ai pas connaissance, en tout cas, d'un outil miraculeux pour faire ce genre de choses. Un petit disclaimer en disant que dans ces exercices de haut péril, on n'a évidemment blessé aucun chaton. Ne reproduisez pas ces cascades sans l'assistance d'un bon avocat. Le premier cas, c'est Jean-Kévin. Jean-Kévin, vous avez dû le croiser sur les réseaux sociaux.
Jean-Kévin, il fait de l'influence sur LinkedIn. Il aime bien l'électro et Dubaï. Et lui, il n'a rien à cacher. Il expose sa vie sur les réseaux sociaux. Et le problème, c'est que Jean-Kévin, il n'a pas forcément conscience de tout ça. Jean-Kévin, il parle beaucoup de lui. Jean-Kévin, il parle de sa banque. Jean-Kévin, il parle de ses goûts musicaux, un certain nombre de choses. Il essaye de gagner sa vie avec les réseaux sociaux. Donc, ce que voit Jean-Kévin, c'est cette partie-là. Et moi, je me suis amusé à me dire qu'est-ce que je verrais si jamais j'étais quelqu'un de malveillant. Et moi, si j'étais quelqu'un de malveillant, eh ben, je verrais tout de suite l'utilisation de ce qu'on a vu en début de présentation, c'est-à-dire des dernières data leaks, en particulier des data leaks qui ont eu lieu sur Twitter début 2022 ou sur Deezer plus récemment, et qui, combinées les unes avec les autres, vont permettre de tirer l'équation suivante. En disant des informations sociales cumulées avec de l'utilisation des données illégales comme les data leaks vont permettre, par exemple, de faire du spear phishing et éventuellement de faire du bypass de double authentification et potentiellement de compromettre des identifiants. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, hein, le compte personnel Twitter de Jean-Kévin, c'est pas critique. Sauf que Jean-Kévin, il n'est pas forcément que un particulier. Il est également un professionnel et à travers ses comportements de particulier, potentiellement, il peut mettre en danger la société dans laquelle il se situe. Et c'est exactement le cas numéro 2 que je voulais vous présenter. Le cas numéro 2, c'est notre responsable achat Marie-Gisèle qui fait ce boulot depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et Marie-Gisèle, comme beaucoup de gens, les mots de passe, c'est pas son truc parce qu'il y a quand même beaucoup de mots de passe à retenir. Alors, Marie-Gisèle, elle a un petit peu du mal avec ça. Marie-Gisèle, sur les réseaux sociaux, elle aime bien les chatons, elle aime bien fêter son anniversaire. Et puis, elle aime bien ces petits jeux où elle peut trouver son nom de princesse ou d'aventurière à partir de son mois et de son année de naissance. Ça, c'est ce que voit Marie-Gisèle quand elle utilise les réseaux sociaux. Ce que voit quelqu'un de malveillant, c'est ce type d'outil. Cup, par exemple, qui permet de faire du profiling de mots de passe à partir des données collectées sur une personne. Cet outil va demander, par exemple, les noms, les prénoms, date de naissance, le nom du chien, les surnoms, les voisins, les amis, les parents, les enfants, etc. Et va créer des dictionnaires d'attaque potentiels de mots de passe qui peuvent être ensuite utilisés sur des brute force, sur des outils ou sur des outils d'entreprise. Alors, ça a l'air rigolo comme ça. Et le taux de succès de Cup, mine de rien, est quand même entre 20 et 30%. Hein. Donc, ça veut dire que sur 20 ou 30% des gens, le profiling de mots de passe fonctionne à partir des données collectées sur les réseaux sociaux. Donc, l'équation finale à tirer de ce petit cas d'école, c'est de dire information sociale plus password profiling et évidemment les mauvaises habitudes des réutilisations des mots de passe. Eh ben, généralement, ça va déboucher, par exemple, sur une arnaque au président avec une modification de facture dans les boîtes aux lettres de Marie-Gisèle. Ce sont des cas qu'on rencontre toutes les semaines aujourd'hui avec des virements de plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros, suite tout simplement à des leaks de données qui ont l'air de rien, comme ça en apparence, mais qui, correctement combinés, peuvent mener des attaques assez impressionnantes. Notre troisième cas, c'est Kimberley. Kimberley, elle est responsable de la com. Ce qui est important pour elle, c'est qu'on parle de la boîte. Et l'important, voilà, c'est d'être le plus visible possible. Alors, j'ai été un petit peu vache sur ce cas-là, parce que là, j'ai pris un cas réel qui s'est produit sur Capital il y a quelques semaines, où Kimberley, en tout cas, c'est un faux nom, hein, bien sûr. Il y a eu un beau reportage sur Capital. Ça, c'est une petite photo que j'ai faite de mon canapé et sur lesquels, comme bien souvent, si on regarde un petit peu à l'arrière-plan, on va voir des mots de passe Wi-Fi affichés dans la salle de réunion. Donc ça a l'air de rien. Alors c'est moi qui l'ai masqué, hein, il était affiché, mais ce que voit Kimberley, c'est l'exposition médiatique, mais ce que voit quelqu'un de malveillant, tout simplement, c'est sa liste de courses sur Amazon pour venir faire du piratage wireless et potentiellement s'introduire sur le réseau de l'entreprise. On va retrouver l'équation simplifiée en disant information média, bloc corporate, plus exploitation wireless, égale intrusion potentielle sur le réseau interne de l'entreprise, c'est-à-dire derrière les pare-feux et toutes les conséquences qu'on peut bien sûr imaginer. Et puis le cas numéro 4, il n'est pas si caricatural que ça. C'est Pascal, le lead développeur. C'est votre tech en général, vous le voyez souvent, il aime beaucoup les technologies open, dont je fais partie. Le monde entier devrait être open source. Ce que voit Pascal, c'est l'utilisation d'outils comme LinkedIn, comme GitHub, comme ChatGPT plus récemment, puisque ChatGPT va permettre de faire des résolutions. Et puis ce que va voir quelqu'un de malveillant dans ces cas-là,
Eh ben, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est les leaks qui peuvent apparaître sur GitHub. Ça va être les futurs leaks qu'on va certainement voir arriver dans un avenir proche sur les IA comme ChatGPT qui, tôt ou tard, lâcheront des informations qui auront été collectées par les gens qui l'ont utilisé. Et ça, encore une fois, utilisé avec des outils offensifs, vont permettre de mener des attaques en disant exposition technique plus leak de code, plus de l'exploitation offensive égale intrusion, rançonnage, vol de données et toutes les conséquences cyber que vous connaissez par cœur, parce qu'il y en a dans la presse tous les jours aujourd'hui. Quand on voit dans la presse généralement attaque de haut niveau sur une entreprise qui a permis de paralyser je ne sais pas quoi, généralement l'attaque de niveau c'est un mail de phishing plutôt bien fait sur lequel quelqu'un a cliqué. Donc là aussi relativiser 95% du piratage, ce sont des choses très simples mais qui sont plutôt très bien faites grâce à ce type de contextualisation. Donc l'équation finale, et ça va être la conclusion un petit peu de cette partie, c'est de dire à partir du moment où on va combiner des sources de données légales par OSINT et illégales, alors certes, les data leaks en général et certains dorks, attention, tous les dorks ne sont pas illégaux, le tout cumulé avec des outils offensifs qu'on peut retrouver de manière open sur la plupart des distributions offensives Linux comme les Kali, les Arc ou ce genre de choses. Plus des outils coercitifs comme le chantage, la corruption ou l'influence, et ben tout simplement, ça va permettre d'avoir une meilleure surface d'attaque pour quelqu'un de malveillant, d'optimiser son temps, de rentabiliser ses ressources et bien sûr d'avoir une efficacité multipliée et des dégâts évidemment multipliés quand on est de l'autre côté de la barrière. Donc c'était la conclusion à laquelle je voulais arriver en disant nous, on respecte la réglementation. Quand on fait de l'OSINT, ce n'est pas le cas de la cybercriminalité qui, bien sûr, utilise des données autant que possible. Il n'y a pas réellement de frontière aujourd'hui entre la vie personnelle et la vie professionnelle, puisque les comportements que peuvent avoir les collaborateurs d'entreprise dans la sphère personnelle vont avoir une influence ou peuvent présenter une menace pour l'entreprise. Une information qui a l'air anodine, comme ça, quand elle est correctement utilisée, analysée et combinée avec d'autres, peuvent mener à un vecteur d'attaque sur l'entreprise ou un vecteur de compromission. Ne comptez pas trop non plus sur le droit à l'oubli. Aujourd'hui, ce qui est sur Internet est globalement inscrit dans le marbre. Il est assez difficile aujourd'hui de faire effacer les données. En tout cas, rien ne vous garantira, si vous les faites effacer, qu'il n'en reste pas une copie quelque part. Et j'ai envie de dire comprendre et apprendre l'OSINT, c'est un bon premier pas vers l'hygiène numérique, qu'on soit dans le monde professionnel ou qu'on soit dans le monde personnel. C'est important de savoir ce qu'il est aujourd'hui possible de faire en termes de recherche et surtout d'utilisation de ce genre de choses. Est-ce qu'on utilise des solutions spécifiques pour faire le lien entre les données, fil d'Ariane? Alors oui, bien sûr. Je vais en citer qu'un seul parce qu'il est ultra connu, c'est Maltego qui va permettre de faire la liaison entre les pivots et les informations trouvées. Alors il est très orienté IT. Il permet notamment, voilà, en quelques clics de faire toutes ces recherches que je vous ai montrées un petit peu manuellement. Et puis, d'autres outils qu'on utilise au quotidien quand on fait de l'OSINT, ce sont ce qu'on appelle les mind maps, c'est-à-dire des outils de visualisation graphique des idées et des relations entre les pivots qu'on utilise bien sûr au quotidien. Donc, des logiciels de mind map, il en existe beaucoup. Il y a Miro, il y a OpenMind, il y en a beaucoup. Pour conclure cette présentation, je vous parle en quelques mots d'OSINT. Si le sujet vous intéresse, que vous avez envie de vous initier sans prendre de risques, bien sûr, sur des petits challenges un peu fictifs, d'apprendre ce que c'est que l'OSINT, nous avons, avec ma petite équipe, monté une plateforme il y a 6 mois qui s'appelle ozint.eu, donc ozint.eu, sur lequel vous pouvez vous inscrire, tout est gratuit. Et il y a une communauté Discord d'un petit peu plus de 8000 joueurs maintenant qui va vous aider, qui va s'entraider, donner des tips et vous permettre soit vous initier, soit progresser sur le sujet. Il y a des fiches pédagogiques qui vont permettre voilà, de rentrer dans le détail de tout ce que je viens de vous montrer de manière extrêmement légère. Tout est bien sûr détaillé sur comment on fait une recherche géographique, comment on fait une recherche LinkedIn, les rappels réglementaires. Des challenges de difficulté variables, alors des choses très très simples comme identifier le pays d'une photo, puis après on va sur des trucs un peu plus compliqués, voire extrêmes, avec de la recherche sur de la cryptographie ou dans le métavers. Là aussi, il y a beaucoup de choses qui sortent régulièrement sur notre plateforme.
et qui vont vous permettre, tout en vous amusant, d'apprendre les méthodologies des pivots ou des outils, évidemment. Et ça sera ma dernière slide avant les questions, si vous souhaitez en poser d'autres. Si le sujet vous intéresse, je vais vous recommander 3 ouvrages. Celui de gauche, c'est le bouquin de Michael Basel, qui est un petit peu la Bible de l'OSINT. Donc, c'est un bouquin de 500 pages qui va résumer tous les outils, alors à la mode américaine, bien sûr, donc il n'y a pas forcément respect RGPD dans ces approches-là, mais ça n'en reste pas moins un livre incontournable. Si la géopolitique vous intéresse, il y a un hors-série qui est sorti il y a quelques mois chez Hérodote qui est absolument passionnant sur justement les enquêtes de terrain et les enquêtes OSINT. C'est très, très facile d'accès et absolument passionnant à lire. Et si vous êtes un technicien et que vous avez besoin d'interagir avec des sources ouvertes, que ce soit dans le cadre de la CTI par exemple, ou simplement de la veille technologique, un livre sur les algorithmes qui peuvent être utilisés au niveau de l'OSINT qui est aussi passionnant à lire quand on aime bien programmer, tout simplement. J'en ai terminé avec cette petite présentation. Je termine toujours sur ces mots parce qu'il est important de le rappeler au début comme à la fin. L'OSINT, bien utilisé, c'est une belle compétence. Mal utilisé, ça peut devenir une arme. Donc, ne pratiquez pas l'OSINT dans un cadre malveillant. Faites-le pour des bonnes raisons. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'aller effectuer du doxing ou du stalking de vos proches. Restez extrêmement bienveillant dans votre pratique de l'OSINT et vous verrez que c'est passionnant et intellectuellement et au niveau des résultats, c'est une discipline qui a énormément de potentiel et de devenir devant elle. En tout cas, merci beaucoup pour avoir pris le temps de venir assister à cette petite conférence. Si vous souhaitez discuter plus avant, n'hésitez pas à me retrouver sur LinkedIn. Je vais remettre le lien ici. Je serais ravi voilà, de perpétuer ces discussions. Et puis, si vous aimez un peu le sujet de la cyber et de l'OSINT en général, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je publie pas mal de choses pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Et ça sera avec grand plaisir, en tout cas, voilà, que je fais ce petit travail de partage d'informations. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite un très bon appétit et puis un très bon après-midi. Et puis, je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir à tous.